Bonjour, bienvenue à tous sur cette table ronde consacrée à tous ces objets connectés qui sont censés changer notre vie ou qui la changent déjà pour certains d'entre eux. C'est un enjeu en termes de santé, bien évidemment, c'est aussi un enjeu technologique puisque tout va très très vite et c'est un gros enjeu économique. Une étude Xerfi, par exemple, qui date de ce printemps, estime que le marché des objets connectés de santé et de la maison va être multiplié par 3 dans les 2 prochaines années pour atteindre 500 millions d'euros en 2016. Et si on va même au-delà de ces objets, si on regarde un petit peu les applications mobiles de santé aujourd'hui, qu'elles soient gratuites ou qu'elles soient vendues, rien qu'en France, il y en aurait 1,5 million de vendus. Alors est-ce qu'on a là affaire à un phénomène de mode ou est-ce que c'est une véritable révolution culturelle en matière de santé? Révolution d'ailleurs qui sera organisée par qui, au profit de qui? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette table ronde avec entre autres Geoffroy Appelbaum. Il est neurochirurgien, il est installé à New York. Il travaille en recherche entre autres avec le centre médical de l'université de Columbia. Et il est aussi, il nous en parlera, actionnaire ou partie prenante dans une start-up en matière de télémédecine ou de télésanté. Guillaume Marchand, qui est médecin, lui, psychiatre en France. C'est du original. Il est également président d'une société qui s'appelle DMD Santé, qui évalue les applications ou les objets en termes de télésanté et télémédecine. Antoine Piot, plus près de nous, qui est gériatre au CHU de Toulouse, actionnaire d'une société de télésanté ou télémédecine? Absolument pas. Non, pas encore. Je suis désolé. Et puis Uwe Diegel, qui a lui une très très grande pour le coup entreprise de santé, dont l'une des branches s'appelle iHealth. Elle est spécialisée en objets connectés. Vous avez un groupe qui représente 2400 salariés aux États-Unis, en Chine, dans d'autres pays du monde, 400 ingénieurs, 1 milliard de chiffre d'affaires. Alors pour aller rapidement à l'essentiel, vous avez commencé votre aventure avec une société qui faisait du matériel classique en termes de santé, utilisé dans les hôpitaux, chez les médecins, à moindre coût. C'était ça votre base de départ. Et puis un jour, vous avez reçu un iPhone, et là, ça a été comme le flash de la révélation. Tout à fait, c'était une révélation en fait. Je me rappelle, c'était un moment magique où j'ai ouvert la boîte du téléphone et qui était tellement intuitif à utiliser. J'avais remarqué que le premier téléphone, l'iPhone, était livré sans livret d'instruction et avec la batterie préchargée. Et je savais intuitivement qu'il fallait seulement presser ce bouton. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ça c'est cool. Et alors le rapport avec les objets de santé, c'est lequel? En fait, ce que je voulais, depuis 20 ans, j'essaie de gérer les pathologies, gérer l'hypertension, gérer le poids, gérer la sclérose en plaques. Et avec cet instrument, je me suis dit, on va pouvoir arrêter de gérer les pathologies, mais gérer les patients. Moi, je ne considère pas que la santé connectée soit une invention. Ceci est un tensiomètre connecté, ce n'est pas une invention. J'étais fabricant de tensiomètres, je les ai rendus connectés. C'est plutôt une évolution naturelle du marché qui entre naturellement dans les mœurs et les attentes du consommateur. Par contre, maintenant, il y a des nouvelles technologies qui arrivent qui, je sais que ça fait un peu cucu de dire ça, je paraphrase Steve Jobs, ce n'est pas une évolution, mais une révolution. Quand on parle d'un ECG connecté ou d'appareils qui vont vraiment changer la manière d'approcher la santé des gens. Là, vous en avez quelques-uns des objets. Moi, j'aime bien toujours comprendre de quoi on est en train de parler. Est-ce que vous pouvez nous présenter 2 ou 3 objets connectés que vous avez apportés? Tout à fait. En ce moment, il y a un peu une obnubilation, je sais pas, c'est pas un mot français, mais vous voyez ce que je veux dire, une obsession sur tout ce qui est la santé connectée, mais les gens confondent le bien-être connecté avec la santé connectée. Le bien-être connecté, c'est les trackers d'activité, c'est les balances. Ce sont des paramètres qui ne sont pas particulièrement essentiels, mais qui vous aident dans la vie quotidienne. Mais quand on a une maladie chronique, telle que le diabète, ou des problèmes d'hypertension, on est défini par ce mode de vie et on sort des appareils qui sont vraiment de la santé connectée parce qu'ils aident les gens à vraiment mieux comprendre leur santé et mieux approcher leur santé. On a des tensiomètres, des glucomètres. Le glucomètre, c'est une révolution, le glucomètre connecté. Parce que le gros problème du diabète, c'est le suivi du diabète, l'évolution de la pathologie. On va lui montrer. Hop là, en même temps. Allez-y, je vous laisse décrire. Donc oui, ça c'est un glucomètre on donne généralement les glucomètres gratuitement. Ils sont gratuits à tous les diabétiques parce que c'est pour nous un problème de gestion. Ça c'est le plus petit glucomètre au monde qu'on a lancé la semaine dernière aux États-Unis. Je vais le lancer en Europe, je pense, à la fin du mois de juillet. Et il sera donné gratuitement à tous les diabétiques de type 2. Et là, il y a un petit jack, on peut le mettre dans quoi? Dans un iPhone, dans un ordinateur? Tout à fait, même si j'ai un nom qui est un peu éponyme avec le Apple, c'est i. Mes instruments sont tous sans fil,
et peuvent donc être utilisés avec des plateformes Android, iOS, Windows à partir du mois prochain. Le fait qu'un glucomètre comme ça soit connecté, ça change quoi, très concrètement? Prendre une mesure, c'est facile. N'importe qui peut prendre une mesure, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les tablettes, ça permet de comprendre les mesures, de les mettre en format ludique qui permettent aux patients de vraiment mieux comprendre leur pathologie. Ça permet de faire des rappels aux patients. N'oubliez pas de prendre votre glycémie, n'oubliez pas de prendre votre insuline, parce que ce sont des maladies qui sont... Et le corps ne vous dit pas qu'il est temps de prendre de l'insuline. Et assez souvent, les gens, ils ont une très mauvaise compliance parce qu'ils ne savent pas quand ils doivent prendre leurs médicaments, à quelle heure. Et avec les plateformes tactiles, ça vous donne des rappels automatiques. Et c'est surtout une question de suivi. Et ça permet aussi au médecin de mieux comprendre l'évolution de la pathologie de son patient. Quand on arrive au cabinet du médecin avec son téléphone, on dit « Regardez, docteur, ceci est mon diabète pour le mois dernier. » Et vous avez des courbes graphiques qui sont très faciles à comprendre. Alors là, juste pour finir rapidement, là, ça c'est pas un téléphone. Non, c'est une haltère minuscule. Non, c'est pas du tout. Non, c'est un. C'est adapté à ce que je peux faire. Hein. C'est un électrocardiogramme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Avant, on avait des électrocardiogrammes 24 heures. C'était une énorme boîte qu'on accrochait à la ceinture et ça a été remplacé par ça. On colle tout simplement sur le patient et ça enregistre tout pendant 24 heures et après 24 heures, ça redonne l'information au médecin pour qu'il puisse l'interpréter. Et ça? Un tensiomètre. Tensiomètre également. La balance. Et balance. Elle me dit si j'ai grossi, si j'ai maigri, si je mange trop. Tout à fait. En fait, tout le monde qui est en surpoids veut secrètement perdre du poids. Mais ça ne sert à rien de dire à un obèse qu'il est obèse. Il le sait déjà. Ce qu'il faut, c'est lui donner les instruments pour l'inciter à mieux vivre et pour mieux comprendre ses pathologies. Et si vous allez sur une balance et vous voyez que quand vous perdez 200 grammes, vous voyez votre niveau de tension baisser, votre niveau de glycémie baisser, ça marche beaucoup mieux que la grande décision stupide que tout le monde prend le 31 décembre. Cette année, je vais perdre du poids, cette année, je vais aller courir. Mais si c'est le micromanagement, les petites décisions tous les jours qui vont aider le patient beaucoup plus que les grandes décisions du mois de décembre. Je regarde juste les invités autour de la table. Il y a des objets connectés sur soi là, en ce moment. Ah, il y en a un, il y a Guillaume Marchand. Qu'est-ce que vous avez? Montrez-nous un petit peu. Tracker d'activité. Ah, je ne l'ai pas vu. Hein. Dis donc, il était bien caché. Sur la ceinture. Ouais. Allez, montrez-nous ça, cette petite boîte noire. Bon, désolé, c'est pas le tir. Elle fait quoi, votre petite boîte magique là? Elle fait plus grand chose puisqu'elle a plus de batterie. Ouais. C'est un petit peu. C'est la limite de l'objet connecté. Voilà. Non, mais c'est en effet la limite de l'objet connecté puisqu'elle en a probablement plus depuis quelques jours. Et pour être franc, j'ai dû l'utiliser 3 mois. Mais comme j'ai pas de coaching ou que je partage pas mes données, finalement, C'est juste pour l'effet de rappel. Voilà, très rapidement, j'ai arrêté finalement de le regarder. Et elle était censée faire quoi alors, cette boîte? Me dire à quel point je ne marchais pas finalement en restant dans mon bureau, mais voilà, non, c'était, je l'ai acheté quand il est sorti, c'était un petit peu pour voir finalement, puisque ça correspond un petit peu à la logique des MD, c'était de pouvoir faire de la recommandation en s'appropriant d'abord ces outils, et puis en les testant. Jeff Applebaum, Oui, moi, c'est un bracelet. J'ai un tracker de pas aussi, j'ai un tracker d'activité. J'étais en fait venu aujourd'hui avec un électrocardiogramme connecté qui s'appelle le LiveCore, on en a parlé un petit peu. Et j'ai été obligé de le donner il y a quelques jours, et je pense que c'est une histoire intéressante à raconter. Donc je suis revenu à Paris, j'ai revu des amis à moi et j'ai montré finalement cet électrocardiogramme connecté. Et j'en ai parlé à un de mes amis qui m'a dit « mais c'est incroyable, mon père vient d'être diagnostiqué avec de la fibrillation auriculaire et il est très angoissé, il prend son pouls de manière 20 fois ou 30 fois par jour, il essaie de voir si le rythme est régulier ou pas, et il vit dans une grosse angoisse. Et il me dit, écoute, franchement, ça pourrait vraiment aider mon père, et ça libérait d'une certaine angoisse. Alors je lui ai dit, bon, ça va être compliqué, mais je vais te le donner aujourd'hui parce qu'on ne se reverra plus après. Et donc, ça l'a libéré de son angoisse? Et il paraît que ça l'a libéré de son angoisse. Je l'ai encore appelé ce matin pour être sûr, mais ça l'a libéré en partie de son angoisse, parce que ça lui permet, en tout cas, d'avoir une mesure fiable, de voir le tracé. Il y a quelque chose de très rassurant là-dedans. Et donc lui, mon ami est cardiologue, donc il lui en a parlé, il a éduqué lui-même. Mais je pense qu'il y a vraiment cette révolution de donner les choses en main. Il y a quelque chose de très rassurant, en tout cas, d'avoir une mesure objective. Voilà. Le bracelet, là, concrètement, vous, il vous sert à quoi? Je pense que c'est exactement la même chose. C'est plutôt l'effet de rappel, donc je l'ai utilisé aussi beaucoup au début. Et on en a discuté hier pendant la conférence de presse. En fait, il y a quelque chose d'intéressant au début, de prendre connaissance du nombre de pas qu'on fait. On est souvent surpris dans le mauvais sens. Hein. On est convaincu qu'on fait
20 000 pas par jour et finalement on en fait 5 000. Finalement, moi, ça a changé mon comportement et ça me pousse parfois à prendre des décisions que je ne prendrais pas. J'ai décidé de marcher plutôt que de prendre le métro à New York, par exemple. Des éléments comme ça. Donc je pense que toutes ces petites choses sont importantes. Et puis finalement, une fois qu'on a recréé ce système, je pense qu'il y a aussi l'effet de reminder, quoi. L'effet d'avoir quelque chose sur son bras qui dit bah, en fait il faut être actif, et je pense que c'est la même chose avec toi. Je le porte encore. Ouais, il y a quelque chose de psychologique en disant ben voilà, je prends soin de moi d'une manière ou d'une autre, quoi. En parlant de soins, vous avez de soins de bien-être quelque part derrière, vous avez fait très récemment une nouvelle activité, ça s'appelle iBaby. Et là vous dites dans cette activité, moi je vends du bonheur. Alors c'est quoi le bonheur en objet connecté? Oui, je dis je suis fabricant officiel de bonheur. C'est très cool, ça marche bien. Ça se vend bien. La relation entre la maman et le bébé est très spéciale. Donc on essaie de renforcer cette relation avec des instruments qui permettent à la maman de communiquer ou bien avec le fœtus ou avec le bébé en jeune âge. Et ça devient de plus en plus important. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, on disait les téléphones ne vont jamais se plébisciter. C'était un truc de luxe, le premier téléphone portable. Quand j'ai lancé iHealth, tout le monde dans l'industrie m'a dit ça ne va jamais marcher parce que les vieux ne vont jamais servir de téléphone portable. Aujourd'hui, tout le monde s'est précipité sur la santé parce que le téléphone, c'est devenu un instrument avec une ubiquité presque universelle. Tout le monde a un téléphone. Je pense en fait dans le futur, j'espère qu'on va se débarrasser du téléphone. Pour moi, je trouve que le téléphone est très encombrant. Ça va changer le futur de la santé connectée. Maintenant, on utilise le téléphone comme une plateforme pour transporter les données, mais éventuellement, on va pouvoir le faire à travers des capteurs qui sont intégrés dans le corps, dans d'autres objets, le Google Glass, dans une montre. Mais avec iBaby, donc, je fais les instruments qui permettent à la maman de mieux communiquer avec son bébé. Elle fait quoi du coup la maman? C'est quoi comme instrument? C'est une sorte de petit galet, hein, c'est ça? Tout à fait. Un des produits que je viens de lancer, ça s'appelle iBaby Heart Sense. Ça permet à la maman, c'est un magnifique galet qui est très beau, très intuitif. Ça vous donne envie de le tenir dans la main et la femme enceinte se le met sur le ventre et ça amplifie les battements de cœur du bébé. Donc vous pouvez écouter la voix de votre bébé et dedans il y a un MP3, donc on peut jouer du Mozart à son bébé, lui donner des leçons d'anglais et en plus on peut enregistrer c'est plus important en France ça, les leçons d'anglais, et en plus on peut enregistrer les battements de cœur pendant 2 minutes et les mettre sur Facebook. Ah, les battements de cœur du bébé sur Facebook. Geoff, appelle pas moi Antoine Pio. Peut-être une remarque sur les trackers. Vous m'avez demandé si j'en portais un, la réponse est non. Il y a une raison très simple, c'est qu'on a fait une petite expérimentation au CHU et on s'est équipés tous pendant 1 semaine de 6 trackers du marché. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des discordances de près de 60% sur les mesures de l'un à l'autre. Les trackers qui sont en réalité, pour simplifier, des podomètres. Donc vous m'accorderez que ce n'est pas une grande innovation. Et c'est vrai que d'un point de vue médical, c'est très problématique. Tout à fait. On en a beaucoup discuté, Jeff et moi-même hier. C'est là où on différencie vraiment le bien-être connecté et la santé connectée. Les instruments de santé connectée sont basés sur des protocoles de validation clinique internationaux, que ce soit le protocole de la Société européenne d'hypertension. Les trackers, c'est plutôt vu comme des gadgets. Et le problème aussi, c'est que tout le monde marche d'une manière différente. Donc, si je faisais un tracker qui était fait spécifiquement pour les gens qui sont fait un AVC, par exemple, qui ont tendance à traîner la patte, là, ce serait parfaitement précis. Mais le problème, c'est que tout le monde marche d'une manière différente. Donc, il faudrait éventuellement qu'on fasse des trackers pour des buts spécifiques. Ouais. Uwe Diegel, juste très rapidement, puis on va poursuivre le débat, mais je voudrais savoir en termes de chiffres, on dit aujourd'hui, les objets connectés, c'est du gadget, c'est geek, ça se vend pas, c'est de la mode, etc. Pour vous, industriel, je vois que vous êtes, l'objet connecté, c'est quoi comme marché? Vous en vendez combien? À qui? Comment? Aujourd'hui, j'ai 2,6 millions d'utilisateurs sur mon cloud. Ce qui veut dire qu'il y a 2,6 millions d'utilisateurs qui ont acheté dans le monde entier. Tout à fait. Une grande majorité aux États-Unis. En France, j'en ai que 80 000. Donc c'est tout nouveau pour nous, le marché européen. On est en train de s'étendre. Mais il y a un de mes auteurs favoris qui est mort l'année dernière, Gabriel Garcia Marquez. Et la première phrase de 100 ans de solitude, qui était son bouquin phare, il dit « Le monde était tellement nouveau que beaucoup de choses manquaient de nom et pour les décrire, il fallait les pointer du doigt. » Et on est maintenant dans ce niveau d'industrie où on est en train d'inventer le futur tous les jours. C'est impossible pour nous de dire qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 6 ans. Si je savais ce qui allait se passer dans 6 ans, je ne serais pas en train de vendre des tensiomètres.
on serait en train de... Mais c'est presque impossible de définir parce que la technologie évolue à une rapidité tellement spectaculaire que c'est impossible de prédire ce qui va arriver. Alors, difficile de définir, difficile de prédire, difficile aussi de savoir quelle est réellement l'efficacité d'un objet ou d'une application, d'ailleurs connectée. C'est pour ça que Guillaume Marchand, vous êtes président d'une société qui s'appelle DMD Santé et qui là invite directement les utilisateurs à faire part de leurs remarques, à évaluer certaines applications de santé. C'est exactement ça. Le constat est le même, hein. Il y a un essor énorme des applications mobiles de santé, maintenant des objets de santé connectés. Ils souffrent à nos yeux d'un triple problème. Le premier, c'est la communication. Aujourd'hui, on parle de tracker. C'est vrai qu'à 30 ans, on n'a pas forcément de risque cardiovasculaire ou de choses comme ça, alors que les tensiomètres sont peut-être pour des gens plus âgés, mais ça se vend à la FNAC, et je ne pense pas que ma grand-mère aille à la FNAC acheter un tensiomètre, donc ça, c'est probablement le premier problème. Le deuxième, je pense que vous en parlerez après, c'est des données pour quoi faire. Aujourd'hui, si j'ai de la data sur mon diabète, si j'en ai sur mes chiffres tensionnels, comment est-ce que je peux les mettre dans le système de santé tel qu'il est actuellement? Comment est-ce qu'on ne crée pas finalement un réseau parallèle? Et puis le troisième problème, et c'est celui auquel on s'attaque chez DMD Santé, c'est créer de la recommandation à travers la valeur d'usage. Finalement, aujourd'hui, vous avez peut-être choisi... je sais pas, votre lieu de vacances, votre voiture, etc., sur les conseils d'un magazine, d'un ami, etc. Et le but était finalement de pouvoir faire en toute légitimité, en toute transparence, en toute neutralité, la recommandation entre usagers. Donc vous êtes le TripAdvisor de l'application de santé. Oui, à la seule différence qu'on sait qui parle et dans quel intérêt. Puisque les médecins donc on est à peu près 700 actuellement, évaluateurs. Globalement, que fait-on? On fait un travail de veille algorithmique et médical. Donc on a screené à peu près 11 000 apps. On en a gardé 504 qui étaient réellement médicales à nos yeux. On fait un premier audit interne donc sur les sources, la bibliographie, etc. Et puis on les soumet à des panels. Par exemple, une application dédiée au suivi de grossesse, on la confie à des jeunes mamans qui pourraient utiliser des produits, des sages-femmes et des gynécologues. Le but, c'est d'avoir des panels qui remontent de la valeur d'usage, donc à travers des grilles qu'on fait sans cesse évoluer, avec des commentaires libres. On fait une synthèse rédactionnelle, c'est ce que vous trouverez en ligne sur DMD Post. Et puis, on a une pondération qui nous donne une note sur 20. Le but, c'était d'avoir quelque chose qui parle à tout le monde. C'est difficile d'avoir un regard très général sur les applications parce que les pathologies sont différentes, les âges, les utilisations, etc. sont différentes. Ceci dit, aujourd'hui, est-ce que vous en voyez, je ne sais pas, 2 ou 3 qui sortent vraiment du panier et qui, pour vous, en tant que médecin, peuvent avoir une importance? Alors, non, je ne vais pas vous donner d'applications qui sortent du lot, justement, parce que la bonne application, finalement, aujourd'hui, en 2014, ce n'est pas l'application pour tous. On parlait en objet de santé connecté, on pourrait parler de la brosse à dents connectée, par exemple. La brosse à dents connectée, ça peut paraître un réel gadget. Mais quand vous êtes diabétique et quand les maladies parodontales sont la 7e complication dont vous pouvez souffrir, bah finalement, il y a peut-être un intérêt là à connecter les brosses à dents. Mais encore une fois, c'est un marché de niche, on va dire. Et c'est peut-être le problème aujourd'hui de ce marché, c'est d'avoir une communication très grand public, alors qu'il faudrait parler directement aux intéressés, peut-être aux personnes âgées, etc. Mais... par contre, une tendance qui se développe énormément, aujourd'hui, donc c'est un marché qui est en phase de professionnalisation. Il y a à peu près un an, 21% du marché en France était dédié aux professionnels de santé. Aujourd'hui, c'est 40%, donc un chiffre qui a doublé en un an. Et puis aujourd'hui, 9% du marché propose des fonctions de visualisation graphique de vos résultats et d'export sous format PDF pour pouvoir les adresser aux professionnels de santé qui vous entourent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque c'est la fin finalement de l'application 1.0 qui vous donne de l'information type Vital par exemple, et c'est le début d'une nouvelle ère dans les applications avec justement de l'échange d'informations. Et on se rapproche probablement en ça de la télémédecine. En psychiatrie, qui est votre spécialité, pour vous, quel type d'application, quel type d'information connectée pourrait vous intéresser? Je pense que l'attention, le poids, le pouls, c'est pas tellement votre truc, quoi. Surtout que je fais de la pédopsie en ce moment avec des enfants autistes, donc c'est pas forcément ce que je recherche. Mais votre question est pertinente parce que justement, je recherche beaucoup de choses, puisque dans ma spécialité, il n'y a rien. Il y a des applications canadiennes, mais qui ne sont pas les référentiels que nous, on doit appliquer. Donc, si je les applique aux urgences et que le patient rentre à domicile et se suicide, finalement, j'aurais des petits soucis juridiques, je pense. Donc voilà, on dit qu'il y a 100 000 applications dans le monde, 40 000 dédiées à la médecine, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'effet de saturation de marché. Il y a des vides énormes à combler, probablement parce que les gens qui les ont produites sont des industriels, ne sont pas intéressés aux besoins réels sur le terrain.
Et voilà, donc lancez-vous, il y a encore plein de choses à faire. Ouais, mais j'en reviens à ma question initiale tout de même, docteur. Quels indicateurs de notre vie quotidienne qui peuvent être traqués, repérés, peuvent vous intéresser dans votre spécialité? L'humeur. L'humeur, dans la mienne forcément. Probablement Là, il y a Facebook qui fait des choses intéressantes là-dessus. Oui, et puis j'ai appris qu'on ne pouvait pas défendre l'humeur en Europe, puisque c'est comme une idée, on ne peut pas la protéger. Et puis le sommeil. Le sommeil probablement est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être sorties dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, je pense que votre bracelet a une fonction sommeil. Non, il peut vous réveiller en fonction de vos cycles. Pas celui-ci, je pense, pas cette version. Pas celui-ci. Pas cette version. Mais celui de En tout cas, Celui il y en a qui le font. Humeur et sommeil, des choses intéressantes à traquer derrière et à faire remonter. Antoine Piot, comment est-ce que pour vous qui exercez en hôpital sur de la gériatrie, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces objets? Vous me disiez tout à l'heure, on essaie plusieurs trackers, finalement c'est pas très précis. Alors est-ce que ça peut aider quelqu'un comme vous qui êtes en hôpital? Alors moi je suis très très partagé. Alors d'une part je suis assez technophile et je pense que si l'espérance de vie d'un homme russe est si différente de la mienne, c'est pas parce que ma pharmacie est mieux achalandée, c'est parce qu'on a une hygiène de vie très différente. Et je pense que la technologie clairement peut être d'une aide majeure dans ce domaine-là. D'un autre côté, je constate deux gouffres monumentaux qui se rejoignent. D'une part, entre ce que je vais voir dans les congrès ou sur Internet, etc., toutes les possibilités qu'il existe, et ce que je vais voir chez les gens âgés. Donc chez les gens âgés au quotidien, qu'est-ce qui a franchement bien diffusé au niveau technologique? C'est la canne. La canne, ça a bien marché. Le téléphone, assez bien aussi, mais bon, maintenant ça commence à dater. Donc on n'arrive pas à diffuser les technos chez les personnes âgées. Alors que dans d'autres domaines de la médecine... balance, un tensiomètre, tout ça, chez les personnes âgées, c'est pas la peine. Ah, je dis pas ça. Je dis que pour l'instant, ça n'a pas diffusé. Et ce qu'on n'observe pas dans d'autres domaines de la médecine, par exemple dans le domaine du diagnostic biologique, dans l'imagerie, clairement, il y a une bonne corrélation entre l'état de la technologie en 2014 et ce qu'on utilise. Donc dans le domaine interventionnel, notamment chez les personnes âgées, pour la prévention de la dépendance ou le soutien à la perte d'autonomie, il y a un gouffre monumental. Et qui s'explique par une mauvaise évaluation du besoin. Donc les industriels qui viennent avec des produits finis, tenez, j'ai un outil qui mesure le pouls sur 24 heures. Mais je suis ravi, je ne sais pas quoi en faire. Vous ne savez pas quoi en faire en tant que médecin? Je ne sais pas quoi en faire, absolument pas. Et quand il y a des outils qui mesurent l'impédance-métrie de la peau, allez voir votre médecin en lui disant, tenez, mon relevé d'impédance-métrie de la peau sur 24 heures. Dans le meilleur des cas, il va rigoler s'il est de bonne humeur. Et dans le pire des cas, il va vous prendre pour un fou. Et là, on arrive à des produits. Attendez, on arrive à des produits qui sont aujourd'hui, qui semblent en tout cas assez hallucinants. Une petite boîte, j'ai vu ça, qui est capable de faire des analyses d'urine à domicile. Voilà, on est quand même sur des tests relativement précis. C'est un bon exemple. Ouais. Alors. Donc, allez voir votre urologue. Vous verrez ce qu'il vous dira. Ça ne sert à rien non plus. Il y a probablement des applications, mais encore faut-il les définir. Donc premièrement, il y a une mauvaise évaluation du besoin parce qu'on est dans un domaine médical qui est dit compliqué, parce que la population âgée est très hétérogène, parce que dans le domaine de l'innovation, les études de marché sont difficiles à faire pour plein de raisons. Deuxièmement, il y a une mauvaise évaluation des usages, clairement. Pourquoi une personne âgée ne va pas porter telle montre? Peut-être parce qu'elle a un lien affectif très fort avec la montre actuelle, etc. Il y a un problème d'usage majeur, donc d'évaluation des usages. Et pour finir, d'évaluation médicale. Qu'est-ce qu'on entend par évaluation? Donc l'évaluation de la part des usagers, c'est capital, c'est très important. Après, si vous me dites que vous mesurez le nombre de pas ou la vitesse de marche, moi je veux une précision telle que je l'entends. Par exemple, pour la vitesse de marche, je veux 0,1 mètre par seconde. Aucun outil du marché n'est capable de faire ça aujourd'hui. Ça, c'est le premier gouffre. Le second gouffre, c'est la différence entre ce qui est affiché sur les produits, mais je suis d'accord, c'est des produits qui sont vendus pour le grand public, ce n'est pas des outils de santé, et ce qu'ils prétendent faire et ce qu'ils font réellement. Le monitoring du sommeil, c'est un très bon exemple. Aucun monitoring du sommeil actuellement sur le marché n'a démontré qu'il monitorait réellement le sommeil, et ça n'a jamais été comparé contre un EEG en laboratoire du sommeil, par exemple. Donc ça, ce serait intéressant de le faire. Autrement dit, il y a un gros souci d'évaluation. Donc on se fait plaisir, quoi, avec tout ça. Alors, par contre, inversement, clairement, je crois qu'il y a un boulevard.
Autrement dit, moi je crois très fort aux outils de Quantified Self parce que c'est de la prévention primaire, parce qu'on est sur l'autonomie du patient et ça répond à plein d'enjeux actuels. Ça répond à des enjeux de disponibilité médicale, ça répond à des enjeux économiques, ça répond à des enjeux d'autonomisation. Donc j'y crois très fort, mais j'attends. Là, vous en avez ramené une semelle. C'est une semelle qui sert à rien également alors? Connectée. C'est une semelle qui sert à rien actuellement, effectivement. Peut-être qu'elle servira à quelque chose dans l'avenir. Donc ça, c'est un dinosaure. Hein. C'est le premier prototype. La semelle actuelle, elle fait moins de 2 mm. Donc c'est pour remplacer la semelle de propreté dans vos chaussures. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de développer sur Castran avec pas mal de PME et un laboratoire d'ingénieurs, le LAS CNRS. On leur a demandé, on est parti de besoin, on leur a dit, voilà, nous chez les personnes âgées fragiles, on veut pouvoir prédire leur perte d'autonomie. Donc ce qu'on veut, c'est le poids à 1% près, c'est la vitesse de marche à 0,1 m par seconde près, c'est le nombre de pas à 100 pas près dans la journée, etc. On leur a donné nos indicateurs, ce qui nous intéressait médicalement. Et ils nous ont dit, bon, ben, très bien, on va essayer de vous trouver les outils pour faire ça. Mais on leur a dit, attention, c'est une personne âgée. Donc si elle doit recharger son device, si elle doit le connecter à son ordinateur, si ça remplace un objet du quotidien, c'est fini, ça finira à la poubelle. Si finalement les données sont parasitées par le chien, le petit enfant, l'infirmière, etc., c'est fini. Donc on veut quelque chose de tout à fait transparent. Donc là, on est parti sur une semelle de chaussures, mais on partira peut-être sur autre chose dans 6 mois, j'en sais rien. Donc on a dit, voilà, on s'est dit, on part là-dessus, une semelle de chaussures autonome en énergie qui communique toute seule. On n'a absolument rien à faire. Et on a une application sur son iPhone, sur sa tablette tactile, sur ce qu'on veut, ce n'est qu'une interface, hein, on peut prendre ce qu'on veut, un mur tactile dans l'avenir, j'en sais rien, pour avoir les données que nous, on aimerait voir sur le plan médical, qui ont de la pertinence sur le plan médical et qu'on saura analyser et qui pourront déboucher sur une conduite à tenir. Autrement dit, qui vont pouvoir s'intégrer dans la filière médicale telle qu'elle existe, pour ne pas créer une filière parallèle, comme précisé. Donc là, on a un vrai produit médical pensé dans une utilisation c'est un produit médical par des professionnels, par des médecins. Voilà, nous, on a voulu tordre les PME, etc., dans notre sens, mais elles, de leur côté, elles vont nous dire, attention, nous, nos délais, ils ne sont pas compatibles avec les autres. Nous, on veut un marché de grande ampleur. Donc on va, nous aussi, devoir nous adapter pour répondre à leurs attentes. Uwe Diegel, qu'est-ce que vous inspire tout ça? En fait, on a un médecin d'hôpital qui me dit, bon, c'est très gentil, mais alors, votre truc, attention, là, franchement, moi, en tant que médecin, ça sert à rien, le poids, le pouls, le truc, l'urine et compagnie, ça sert à rien du tout, c'est pas médical, conçu dans un but médical. Je suis 100% d'accord. Mais je fais une grande différence à nouveau entre le bien-être connecté et la santé connectée. Nous, on a une autre division qui s'appelle iHealth Pro, qui ferait vraiment de la recherche pour aider les médecins à faire de la santé préventive. On peut faire un débit cardiaque en moins de 3 minutes, on peut faire une fraction de la systole éjectée, un ECG, ça c'est absolument essentiel pour un médecin. Il faut voir en fait qu'est-ce qu'on veut dire par santé connectée. Ça veut dire quoi le mot connecté? Est-ce que ça implique qu'on doit utiliser une plateforme tactile? Ça fait des années qu'on fait des instruments de médecine connectés. Le premier pacemaker implanté en 1958, ça fait des années que les pacemakers sont contrôlables à distance. Est-ce que c'est de la santé connectée? Est-ce que c'est inutile? Non, bien sûr que c'est utile, parce que ça s'inscrit dans la vie de tous les jours des patients. Donc le fait qu'un instrument soit connecté, bien sûr, il y a le côté un peu ludique. Et moi, je pousse bien sûr le côté ludique, parce qu'on est aussi ici pour vendre des produits. Donc, il faut répondre à la demande du consommateur. Mais il y a le côté médical. Moi, je suis issu de 20 ans de culture clinique, de recherche médicale. Je suis parfaitement conscient de l'inutilité, non, c'est même pas de l'inutilité, le fait que les produits ne soient pas particulièrement adaptés pour le milieu médical, mais on a des produits qui sont faits pour le corps médical. Geoffroy Appelbaum, oui. Votre sentiment pour vous qui êtes aussi médecin, qui est neurochirurgien, donc tout ça, ça ne sert pas à grand-chose pour un médecin. Je suis content de pouvoir répondre, j'ai entendu toutes les critiques et finalement je partage... Mettez bien votre micro, voilà. Ouais, je partage l'idée, on m'entend bien? Ouais. Donc je partage cette idée, je comprends très bien, mais moi je pars tout à fait d'un autre angle de vue. Et aux États-Unis, et Hugues le sait tout aussi bien que moi, on parle beaucoup de user engagement et de patient engagement. Et moi, je suis parti d'un principe, c'est que finalement, j'ai l'impression que les initiatives, quand elles viennent du domaine académique en Europe, même aux États-Unis, prennent beaucoup plus longtemps, en général sont maladroites, et qu'il y a un énorme problème pour finalement que ce soit quelque chose qui est interactif et qui permette finalement une utilisation. On parlait d'adhérence, etc., on en reparlera probablement plus tard. Et donc moi, ce que je trouve vraiment intéressant finalement, c'est de prendre une approche où, voilà, on a tous des métiers différents. Un médecin, il sait faire ça.
un ingénieur sait faire ça, quelqu'un qui est spécialiste de l'UI, il sait faire ça. Et moi, je suis plutôt dans l'esprit, mais pourquoi on n'essaye pas de trouver des solutions pour que finalement tout le monde soit content, qu'on donne la spécificité à quelqu'un qui sait faire une UI et qui en a fait déjà des centaines pour des jeux, pour des plateformes qui sont peut-être tout à fait autres, et on lui donne la main pour finalement créer une superbe UI. Pourquoi on ne donne pas la main à un ingénieur? Et donc moi, j'ai plutôt pris le parti de dire, ben voilà, on a un labo de recherche, on a fait exactement le même type d'observation, c'est que finalement on donne un tracker de pas, un podomètre connecté à un patient, on en met à 2 jambes, à 2 bras, au niveau des hanches, et on va avoir 6 mesures différentes. Mais on est plutôt parti du postulat, pourquoi on n'essaye pas de donner un framework? Et là on est un peu dans la même idée, c'est-à-dire pourquoi on n'essaye pas finalement de dire, si on utilise un tracker de pas comme ça, il y a peut-être une erreur de ce type-là qu'on devrait corriger, mais qui est relativement systématique, et donc finalement ça donne une idée, on va dire globale, peut-être non précise, mais qui donne une idée relativement globale de la situation. Alors j'aime bien les exemples concrets. Est-ce qu'on peut citer pour vous, à quoi ça sert d'équiper un de vos patients, par exemple un tracker de pas, pour vous qui êtes neurochirurgien? Mais donc, on en a parlé déjà pas mal, mais donc, par exemple, si on part de l'idée, on fait une chirurgie de la colonne et on veut voir comment le patient évolue à domicile. Pour l'instant, il n'y a aucun outil et on n'a aucune idée de ce qui se passe et on va revoir le patient à 30 jours, à 2 ou 3 mois. Donc moi, je pars de l'idée, je préfère avoir une information biaisée, mais qui me donne une information. Donc de dire, je vais lui donner un podomètre, je vais lui mettre au niveau de la cheville, et je vais avoir une idée relativement globale. Est-ce qu'il fait plutôt 1000 pas? Est-ce qu'il reste dans son lit? Ou est-ce qu'il va faire 10 000 pas par jour? Cette information-là, même si elle est biaisée et qu'il y a 50% d'erreurs, me donne une information. Et moi, je pars de cette idée-là et de dire, mais finalement, ces outils sont relativement bien faits. Il y en a de tout type, il y en a qui ont des mémoires d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc finalement, il y a moyen de jouer avec ces différents outils et de pouvoir, en tout cas dans la recherche et dans ma recherche, pouvoir donner à n'importe quel chirurgien orthopédique ou neurochirurgien dans le monde, mais voilà, il va à l'Apple Store, il va acheter ce device, il sait qu'il y aura une erreur systématique, il peut la corriger, mais en même temps, ça va lui donner une information. Donc moi, je suis vraiment parti de Vous me citiez un autre exemple qui était intéressant, qui s'appelle l'Humobac, donc c'est une espèce d'outil qu'on se met en bas de la colonne vertébrale. Alors ça peut faire très gadget, pour savoir si on est bien assis, si on est trop penché, si on n'est pas bien à son bureau. Et vous dites, non, moi, en tant que chirurgien, ça m'intéresse un outil pareil. Oui, donc il y a énormément d'erreurs qui sont associées à cet outil aussi, et ça reste très gadget. Mais par exemple, on a dévié son purpose, donc on a dévié un peu son but d'utilisation, et on l'utilise par exemple dans des situations où, et ça peut être intéressant, mais en post-opératoire, pour les douleurs par exemple, l'agitation, ça marche pas mal. Donc on peut parfois de manière proactive utiliser un outil comme ça pour que les infirmiers aillent dans la chambre pour donner des calmants et des antidouleurs. On utilise ça parfois aussi pour l'éducation, parce que finalement c'est très visuel, et ça rejoint un peu ce concept de patient engagement, c'est que de manière très visuelle, on va voir la posture, même si c'est erroné, en tout cas ça donne une idée et ça rappelle. Moi j'ai vraiment envie d'insister sur le côté rappel. Et il y a un mot comme ça qui s'appelle Hawthorne Effect, je ne sais pas si vous le connaissez, ou l'effet observateur finalement. Et c'est vraiment ce côté, on a quelque chose, et on en parlait hier même presque, avoir un foulard autour du poignet, ça aurait peut-être le même rôle, mais je pense que c'est tous ces éléments qui sont combinés qui, j'en suis convaincu, et ça reste à être démontré, j'en suis tout à fait conscient, pourrait améliorer l'outcome des patients. Donc là, un autre point de vue outre-Atlantique qui nous dit, OK, on ne va pas attendre que non plus on ait forcément un conseil scientifique, industriel, etc. Faisons avec les outils tels que l'on a aujourd'hui, essayons d'utiliser un potentiel, même si on sait qu'il y a des marges d'imperfection dans ces outils, mais essayons de faire de remonter la donnée, ça peut m'intéresser au niveau de mes patients que je traite. Il y a un autre point sur lequel je voudrais avoir votre point de vue, outre-Atlantique également, sur l'arrivée de nouveaux acteurs, type Apple, Google dans cette histoire. Apple aura son application de santé probablement à l'automne sur son nouvel iOS. Alors là, dans notre iPhone, il va tout savoir de notre pouls, de notre poids, de notre tension et avoir des milliards de données. Google, la direction de Google a fait un appel aux internautes à faire remonter, pareil, des millions de données sur ce qu'on est malade, le poids, la grippe, en disant, regardez, nous on va avoir des études sur des millions de personnes, voir si la grippe progresse sur quel continent, quel pays, et puis pourquoi pas, on pourra regarder, je ne sais pas, les incidences du poids sur tel ou tel aspect de santé. Est-ce que, vu d'Amérique, l'arrivée de géants dans le secteur de la santé type Apple, Google fait peur? Alors c'est une très bonne question, et en fait j'ai vu récemment un infographique qui montrait finalement un peu je pense que ça résume bien la conversation, c'est-à-dire il montrait le côté niche et le côté grand public, et il montrait finalement
c'était presque une gaussienne qui montrait le nombre de personnes que ça peut toucher. Et donc, qui montrait vraiment, ben voilà, un tracker de pas, c'est presque universel, tout le monde peut l'utiliser. Quand on a un senseur pour l'asthme qui regarde la fréquence respiratoire, ça touche plutôt, c'est déjà réduit. Et puis après, il y a maintenant des objets connectés qui sont tellement précis que ça peut toucher quelques millions de personnes, et même des maladies rares. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir, mais je pense que les plus petits acteurs et les médecins qui sont passionnés par ce sujet vont plutôt aller dans les marchés niches et aller vers la précision. Mais je pense qu'il y a vraiment cette marge où finalement des gros players comme Apple, Google, etc. peuvent encore une fois jouer tellement sur l'engagement, ils ont déjà tellement de channels de distribution, qu'ils ouvrent aussi la porte à des jeunes entrepreneurs médicaux aussi de construire des applications on top of it. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette révolution qui fait que finalement c'est devenu tellement simple c'est devenu beaucoup plus simple pour un médecin qui a cette connaissance médicale, qui a cette connaissance parfois de recherche combinée, de pouvoir construire une application sur la iWatch peut-être ou avec Google. Et je crois que c'est ça vraiment la beauté de la santé digitale aux États-Unis, c'est que vraiment tout est mis en place. Et j'en ai parlé hier avec les incubateurs, avec le funding, etc. J'ai l'impression que tout est mis en place pour que des gens qui ont cette connaissance parfois niche, puissent utiliser ces gros players pour aider le plus de personnes possible. Utiliser des gros players pour aider le plus de personnes possible. Je vais vous laisser réagir, hein, je vois que vous avez envie de parler tous les trois, mais je voudrais m'attarder sur une phrase que vous m'aviez dit en préparant cette table ronde, Geoffroy Appelbaum. Vous dites, beaucoup de personnes se disent, si Apple le fait, c'est que ça doit être fait, c'est que ça doit être bien. Oui, il y a aussi, j'ai vu, ça fait quelques années que je travaille dans la santé digitale, un peu en Europe et beaucoup aux États-Unis. Et j'ai vraiment vu, depuis les dernières annonces même du HealthKit et du nouvel iOS, j'ai vu vraiment un changement de mentalité. Il y a vraiment, si Apple le fait, et c'est vraiment ce que les gens disent, si Apple le fait, beaucoup de médecins autour de moi, même aux États-Unis où on pourrait avoir l'impression qu'ils sont ouverts d'esprit, sont très rassurés par cette idée. Ça les rassure qu'un géant comme ça, qui a les ressources, qui parle, évidemment quand ils ont fait leur annonce, ils ont parlé d'Epic, ils ont parlé de la Cleveland Clinic, ils ont parlé du UCSF, donc finalement ils ont joué, ok, nous avons cette compétence de hardware, on sait construire des outils qui sont beaux, qui sont intelligents et qui fonctionnent bien, mais on connaît nos limites aussi. Et je pense que ce qui était vraiment nouveau dans cette annonce, c'est qu'ils ont montré, voilà, tous nos partenaires, ils ont vraiment affiché la liste des partenaires, je ne sais pas si vous les avez vus, mais ils ont montré, voilà, on travaille avec des dizaines d'hôpitaux, on travaille avec des experts mondiaux, ils ont engagé des experts, donc je pense qu'il y a ce changement de mentalité. En face, on a Google qui sait aussi extrêmement bien gérer des algorithmes, qui a des mathématiciens qui sont phénoménaux. Exactement. Antoine Piot, j'aimerais une réaction là-dessus. Sur les vaccins, par exemple, on dit aujourd'hui, on a une baisse du nombre de vaccinations qui est extrêmement nette. Donc quand une campagne publique dit allez vous faire vacciner, c'est bien. Ouais, on suit plus ou moins. Quand notre médecin, les généralistes de famille disent allez vous faire vacciner, c'est bien. Bon, un peu plus de crédibilité, mais j'ai encore des questions. Geoffroy Appelbaum nous dit, on voit beaucoup de personnes, si un machin avec une pomme dessus nous dit la vaccination c'est super, allez vous faire vacciner, là les gens ils y vont. Je sais pas. Vous savez pas. Je ne sais pas si les gens iront, si un machin avec une pomme leur dit d'aller se faire vacciner, j'en suis pas convaincu. Ouais. Mais si Google, c'est pour réagir, mais si Google te dit, voilà les algorithmes qui montrent finalement il y a une augmentation du flou dans ta région, est-ce que c'est pas un élément qui va te pousser à aller te faire vacciner? C'est possible. Mais effectivement, il y a le feedback de l'information est une intervention médicale en elle-même. C'était bien démontré que le fait juste de dire à un patient vous marchez 2000 pas par jour, votre objectif de santé serait de marcher 5000 pas, c'est suffisant pour qu'il marche plus de pas par jour. Donc c'est pas cher, c'est simple, et c'est pour ça que moi je crois encore une fois, je suis un grand technophile, je crois fort à ces outils. Et après, je pense que l'enjeu, il est très bien décrit. Il faut que le secteur médical s'adapte à ce type de recherche, parce que nous, on ne connaît qu'un modèle de recherche. On connaît le modèle du médicament, donc l'essai randomisé en double aveugle qui prend 10 ans, de la phase 1 à la phase 3, etc. Donc il faut qu'on arrive à se sortir de ce modèle et à adapter nos pratiques à la fois dans le temps et dans la méthode, parce que la méthode est différente. Et typiquement, dans les quelques projets où on accompagne des PME, on le voit qu'on doit tout revoir. On doit revoir notre manière de faire de manière générale, notre manière d'écrire les protocoles de recherche, notre manière de les analyser. Donc il y a vraiment une adaptation à faire des deux côtés. Et ça passe par une intrication, par un rapprochement physique même.
des industriels, de l'hôpital, des PME, de l'hôpital. Parce que ne serait-ce que pour parler le même langage, nous, avec les quelques entreprises avec lesquelles on travaille, on a mis 3-4 ans à se comprendre. Et l'arrivée de géants hyper grand public type Apple, Google, on va citer d'autres, on peut dire Samsung, etc. sur ces marchés-là, c'est une opportunité pour vous. Vous imaginez demain faire des essais, je ne sais pas, à grande échelle, ou retirer des retours d'enquête menés par un sous-traitant d'Apple ou Apple lui-même, même s'ils ne sont pas des laboratoires médicaux, hospitaliers tels qu'on les connaît aujourd'hui? Je pense qu'il y a un effet d'entraînement qui est positif. Après, effectivement, ce sera très difficile de faire le tri, à la fois sur la nature des données, sur la manière dont elles sont collectées, sur ce qu'on peut en déduire. C'est un peu comme quand vous allez dans un supermarché, tout est bon pour la santé, quoi. Tout est bio, tout est... Là, ça va être un peu le même problème, et ça va être justement le rôle du médecin. C'est-à-dire le patient va recevoir toutes les informations en public, etc. Le rôle du médecin, ça va être justement de faire ce tri, de dire voilà ce que moi je vous recommande, voilà ce que je pense avoir démontré un bénéfice ou non. Donc c'est un nouveau métier médical aussi. Guillaume Marchand, je voudrais avoir un petit peu votre sentiment là-dessus. C'est vrai que c'est bien de tester des applications, c'est une première chose, c'est les patients eux-mêmêmes qui donnent leur avis là-dessus. On s'aperçoit que l'objet connecté en tout seul sans un écosystème, ou l'application toute seule sans un écosystème, son effet il est relativement limité. Si on met de l'humain derrière, qui peut donner du conseil, faire de l'éducation thérapeutique, analyser des données, on a un effet supplémentaire. Maintenant, qui est l'humain que l'on met derrière? Est-ce que c'est Apple qui nous donne des conseils, Google qui nous donne des conseils, le médecin qui nous donne des conseils? Comment est-ce que vous imaginez un petit peu tout ça autour de l'objet connecté dans les prochaines années? Pour reprendre un peu ce qui était dit avant, de toute façon, le problème, il n'est jamais technologique, il est toujours humain. Connecter des outils, c'est facile, et tu l'as bien dit, et on sait tous que la question, c'est finalement comment est-ce qu'on les accompagne aujourd'hui. Alors, quel humain mettre derrière? Est-ce que c'est un vrai humain ou est-ce que c'est un algorithme? Je pense que ça dépend de ce qu'on fait, mais il y a probablement tout ce qu'on appelle maintenant le smart data en santé mobile et avec les objets de santé connectés, c'est-à-dire qu'avoir un chiffre tensionnel comme ça qui flotte 14,6 ou 14,8, c'est pas forcément intéressant, mais savoir que par exemple j'ai une hypotension et qu'elle est liée au fait que je viens de me lever par exemple, et que c'est une hypotension orthostatique, etc., sera probablement très intéressant. Il faut prendre en compte l'ensemble du contexte. Et pour rebondir sur Samy ou Healthkit, etc., on le voit bien, je pense, on est tous Healthkit, c'est Apple. Hein, c'est Apple, et Samy, c'est Samsung. Je pense qu'on a tous autour de la trentaine, quelque chose comme ça. Et le marché a une chance de gagner très rapidement en maturité. On est né avec ces outils numériques, Apple y va, Google y va, etc. Et en plus, on va pouvoir réfléchir différemment. Je ne pense pas que je fais la même médecine que mon père, par exemple. Et là où la recherche, c'était quelque chose où il fallait un PhD, il fallait avoir fini médecine, il fallait un M1, un M2, etc. Maintenant, on a à portée de main, puisque coder, c'est pas si dur que ça, la possibilité de créer des outils, de répondre à nos besoins du quotidien et surtout de les personnaliser. On va pouvoir créer des outils de niche qui répondent à des vrais besoins et qu'on va pouvoir diffuser. Et ça, je pense que c'est une réelle chance et que finalement, ce marché, que ce soit application mobile de santé ou objet de santé connecté, il va gagner en maturité très, très, très vite. On ne fait que suivre finalement la culture, l'évolution sociétale que l'on vit aujourd'hui. L'objet connecté, il connecte les gens. Est-ce que la médecine est elle aussi en train de passer un pas collaboratif? Avant, on avait des sachants qui diffusaient l'information et puis les patients étaient priés de la recevoir. Maintenant, on a des patients qui donnent leur avis, on a des industriels qui sont plus impliqués. Mais ça, c'est vrai depuis le web santé, depuis 98 avec Doctissimo. Je ne pense pas que les objets connectés connectent les gens. Ils envoient tout seuls sans qu'on leur demande de l'information sur des clouds ou des choses comme ça. Je ne pense pas que le côté social ou prise en charge globale soit pour l'instant arrivé sur les objets connectés. Mais c'est en train d'arriver. Moi, je rebondis sur quelque chose que Jeff a dit plus tôt. Bien mettre le micro. Pardon, le fait que Google et que Samsung s'impliquent dans la santé, c'est un truc extraordinaire. Parce qu'on a un nouveau phénomène qui arrive maintenant dans la santé, c'est parce qu'on touche tout le monde. Il y a un nouveau phénomène qui apparaît qui s'appelle Data for Good, où les gens ils partagent leurs données parce qu'ils peuvent le faire, pas parce qu'ils doivent le faire. Historiquement, quand on envoyait ces données, on le faisait parce qu'on devait le faire. Maintenant, par exemple, depuis le mois de septembre, on gère la plus grande étude épidémiologique jamais faite sur l'hypertension avec American Heart et UCSF. On a 1 million de patients qui, tous les jours, envoient leurs données de tension artérielle à American Heart pour faire un vrai mapping de la tension artérielle aux États-Unis. Et ça, c'était quelque chose qui était inconcevable il y a 20 ans. Vous dites 1 million de patients qui envoient leurs données. C'est ici une question qui interroge beaucoup d'institutions publiques sur l'envoi de ces données.
est-ce qu'on doit autoriser l'envoi de ces données? Est-ce qu'on doit protéger l'envoi de ces données? Et on part du postulat que le patient n'a pas envie d'envoyer ces données, il veut les garder pour lui, et il a peur que son assureur, son banquier ou autre vienne les chercher. C'est ça ce que je veux dire par data for good. Moi, on a 1,1 million de personnes qui envoient les données, mais ce n'est pas moi qui ai vendu 1 million de tensiomètres en plus. Aujourd'hui, sur le cas, j'ai 2,6 millions d'utilisateurs, 1,6 million avec des tensiomètres. Ils ont reçu un push sur leur app disant « Voulez-vous envoyer vos données d'une manière complètement anonyme à la Fondation du Cœur ?» Et sur les 1,6 million, on a 1,1 million qui ont répondu « Oui, parce que ce sont des données anonymes. Il faut qu'on pousse les gens à partager les données pour des fins scientifiques. Ça ne coûte rien. » Et ça reste complètement anonyme. La seule personne qui peut envoyer les données et qui a accès aux données, c'est le patient lui-même, c'est l'utilisateur. C'est son choix de partager les données. Pour vous qui fabriquez des objets connectés, est-ce que vous imaginez demain, en tant qu'industriel, analyser les millions de données que vous recevez sur votre cloud? Pour moi, bien sûr que non. Pour moi, si j'analyse tout simplement les données de mes utilisateurs, c'est tout simplement du comptage de bûches. Je dis, ah ben j'ai tant d'utilisateurs qui font ci. Ce qui est intéressant, c'est de s'associer avec des fondations savantes, des associations, pour qu'eux, ils puissent faire des parallèles entre un aspect de la santé et un autre. Mais moi, du côté épidémiologique, j'ai aucun intérêt à savoir que j'ai tant de personnes hypertendues. Ça n'a aucun intérêt. Non, mais je pense que c'est un point important. Je pense qu'on est tous d'accord et c'est vraiment agréable à voir. Je voulais juste rebondir parce que finalement, hier, il y avait les statistiques des investissements aux États-Unis en digital health, donc en médecine digitale. Et donc après les dossiers électroniques, il reste le numéro 1, et je crois que c'est 250 millions de dollars d'investissement l'année dernière. Je crois que le numéro 2, c'était le data mining. Donc c'est finalement l'analyse des données. Et on voit de plus en plus de startups, donc c'est de nombreuses startups qui sont représentées par ce pool d'investissement. Mais je pense que finalement, ce point important, c'est que les gens ont compris que finalement, c'était même une expertise. Alors, le médecin va donner évidemment son interprétation à l'échelle individuelle par rapport à son patient, mais je pense que finalement, même un chercheur qui a l'habitude de faire une étude randomisée contrôlée, eh bien, il a ce pôle de compétences, mais faire du data mining avec une connotation médicale, enfin faire du bioinformatique, c'est encore un métier différent. Et donc il y a des boîtes qui se spécialisent là-dedans, de nombreuses boîtes qui se spécialisent là-dedans aux États-Unis. Et c'est ça finalement, ce qui est excitant, c'est qu'il va ressortir énormément de données. Et c'est presque c'est de l'épidémiologie finalement. Hein. C'est pas vraiment de la santé. Au sens pratique du terme. Mais donc, il y a vraiment des mouvements. Il n'y a pas que des mouvements dans la prise de données. Il n'y a pas que des mouvements il y a aussi des mouvements dans le data mining, et ça, je pense que c'est excitant. On parle de data mining, Geoffroy Appelbaum nous cite tout ce qui se passe aux États-Unis, les chiffres également d'investissement aux États-Unis. On parle d'Apple, de Google, de Samsung, on parle de iHealth. Tant mieux avec vous aujourd'hui, Uwe Diegel à nos côtés. Est-ce que ça veut dire que la France n'est pas présente dans ce qui est en train de se passer, ou peu présente? C'est un peu un paradoxe. La France est quand même le berceau de la civilisation médicale du XXe siècle. Historiquement, dans les années 70, quand on disait on va faire le marketing, on va aux États-Unis. Engineering, c'est l'Allemagne. Mais la France, c'est la médecine. C'est Pasteur, c'est Marie Curie, la néphrologie, les maladies tropicales. Aujourd'hui, on a beaucoup d'innovations en France, mais on n'est pas encore en train de l'appliquer, de vraiment pouvoir se développer d'une manière internationale. Il faut qu'on arrête de penser que le marché est tout simplement français. Par définition, un business qui va marcher est born global. Il faut qu'il pense à tous les marchés du monde. Maintenant, les startups françaises se concentrent d'abord sur le marché français pour ensuite essayer de s'établir ailleurs. Il faudrait qu'ils pensent dès le début à une boîte internationale. Pensée globale dès le début. Guillaume Marchand, pour qui a analysé aussi des applications qui doivent venir d'un petit peu partout, pas que de France, mais des États-Unis, d'autres pays européens. Pareil, économiquement, industriellement, est-ce que la France n'est pas un petit peu en train de décrocher sur ce marché ? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, en 2017, il faut savoir que le marché de la santé mobile dans le monde, c'est 30% son CA en Europe. Donc on va atteindre à peu près le niveau des États-Unis. Donc je ne pense pas du tout qu'on soit en retard. Pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, on parlait finalement des données et enfin, j'ai un message à faire passer. On nourrit quelque chose d'assez fantasmatique ou fantasmagorique finalement aujourd'hui en Europe et en France sur les données personnelles. C'est évidemment nécessaire et je ne dirais pas que la CNIL n'est pas utile, loin de là. Mais probablement qu'on est en train de mettre des freins réglementaires énormes à l'innovation et là où tout le monde accélère, on n'est pas du tout en train de suivre la vague. Et le problème aussi, c'est que lorsqu'on communique pas ou lorsqu'on communique peu,
ou mal, les rumeurs vont toujours plus vite que l'information et qu'aujourd'hui il y a un vrai déficit d'information et de formation des professionnels de santé. On en fait pour nos confrères. La première minute, c'est toujours la même chose. Non mais c'est quoi ce truc ? Et ils repartent, ils ont téléchargé des applications parce qu'ils sont cardiologues et qu'ils sont super contents finalement de ce qu'on leur a montré et qu'ils vont devenir évaluateurs chez nous, etc. Mais il y a un vrai déficit d'information et de formation du grand public, des patients et des professionnels de santé. Il faut peut-être changer ça parce qu'aujourd'hui on agite le fantôme. On dit oh là là c'est dangereux, il faudra peut-être pas y aller, etc. Mais on ne donne pas d'éléments factuels, on ne donne pas les moyens aux gens de comprendre et finalement de faire évoluer ce marché dans la bonne direction. Problème de communication. Oui, Antoine Piot. Alors je suis assez d'accord. Concernant la sécurité des données, je crois que quand on a des règlements qui sont trop en décalage avec les usages, on aboutit à des catastrophes. Donc actuellement en France, notamment je pense à la télémédecine, la réglementation est très 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 lourde. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde en fait de la télémédecine, mais de manière informelle. Donc si vous allez prélever les téléphones portables de 10 internes en médecine d'un hôpital, vous serez effrayé de ce que vous trouverez dessus. Au niveau photographie, vidéo, mail, SMS, absolument pas sécurisé. Donc plutôt que de choisir une sécurisation à minima qui colle avec les usages, on a voulu taper beaucoup trop haut et finalement on a un effet tout à fait pervers, paradoxal, et je pense que on a peut-être le taux d'échange de données non sécurisé le plus important. Bon, là, c'est une hypothèse. C'est une vraie question qui est posée en permanence dans la télémédecine. Geoffroy Appelbaum, on retrouve cette même problématique aux États-Unis ou pas? Ici, on a mis des barrières, on a voulu mettre la sécurité à 120%. Les barrières sont tellement importantes, le nombre de mots de passe est tellement important que les médecins n'ont pas envie d'y passer non plus toute leur énergie. Leur but est de sauver des patients, sauver des vies, et pas d'aller sécuriser par 18 mots de passe, des messageries, des échanges de photos. Et du coup, le sentiment du monde médical et des industriels qui sont freinés dans leur développement. Est-ce que cette problématique se pose aussi aux États-Unis? Sur les étudiants en médecine, je ne sais pas, et c'est probablement exactement le même problème. C'est une culture du risque qui est tout à fait différente. On en a beaucoup parlé pendant l'université d'été, et je pense que c'est intéressant à voir. Il y a une culture de l'innovation et du risque qui est beaucoup plus acceptée. Parce qu'on a l'impression que ça peut bénéficier à la société beaucoup plus que ça peut Alors évidemment, pour l'instant, il y a d'autres problèmes aux États-Unis avec la NSC, etc. Et donc, il y a un retour de flamme pour l'instant aux États-Unis. Et je ne suis pas bien placé pour en parler, mais j'ai vraiment l'impression, en tout cas, qu'il y a une ouverture pour les technologies qui est beaucoup plus importante. Et encore une fois, je pense que le mot-clé, c'est vraiment user engagement. Je pense qu'il y a vraiment une culture de être pratique est plus important que d'être lourd. Et il y a vraiment une envie, un besoin d'être pratique aux États-Unis. Et on s'inquiète vraiment de savoir quelles sont les étapes pour arriver à ce résultat, comment on peut simplifier ça, comment aller à l'essentiel. Et je pense que vraiment, ça, il y a une différence. Et vous l'avez dit très bien, ça alourdit complètement le process. Et je trouve que c'est dangereux parce que ça bloque l'innovation. Ouais. Culture du risque, le mot a été lâché. Je voudrais rapidement, pour clore cette table ronde, avant de donner la parole au public, on a parlé beaucoup de médecins, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de patients. Le patient 2.0, celui qui existe aujourd'hui, celui qui va venir demain, vous l'imaginez comment, Guillaume Marchand? Je n'avais pas pris ma boule de cristal. Vous le souhaiteriez, comment? C'est une vaste question. Par rapport aux applications mobiles de santé ou aux objets de santé connectés, je pense que c'est quelque chose qui va se développer assez rapidement, mais encore une fois, je pense que le marché doit trouver sa place. Il le trouvera d'autant plus vite si les professionnels de santé sont acteurs. Mais de toute façon, nos patients vont venir avec ces outils. Enfin, on parle souvent du génotypage aussi, etc. J'attends le jour où un patient va me dire j'ai telle délétion sur tel bras d'un chromosome. Je lui dirais écoutez, je vais faire comme vous, je vais demander à Google à quoi ça correspond. Mais, ils viennent déjà avec leurs remarques de Doctissimo, les patients. Oui, mais tant mieux. Enfin, très sincèrement, c'est ce que j'explique toujours. Je faisais de la psychiatrie adulte avant. J'avais des patients bipolaires que je souhaitais mettre sous théralyté et qui étaient totalement dans le déni. Pourtant, ils revenaient, ils avaient des postes importants et on faisait des hospitalisations à la demande d'un tiers. Ça durait des semaines, etc. Et finalement, quand ces gens-là arrivent à aller aussi discuter avec d'autres patients, et finalement, c'est quasiment de la valeur d'usage, on retrouve un peu ce qu'on fait de la recommandation, c'est ils arrivent, ils disent bon, c'est vrai, finalement, je me suis peut-être reconnu dans les symptômes. Les gens disent que le théralyte a changé leur vie, etc. Moi, je suis pas là pour vendre du lithium, hein, je suis là pour soigner les gens. Et finalement, ces échanges-là sont beaucoup plus constructifs. C'est synergique et on avance
C'est que le de manière patient plus s'est intelligente. pris en charge lui-même, il y a une prise de conscience derrière, il commence à chercher des choses. Et pour revenir aux outils, je pense que dans le futur, je vous le disais tout à l'heure, 9% aujourd'hui des applications proposent des fonctionnalités graphiques ou d'export, etc. Aujourd'hui, vous prenez un carnet papier de lecture de glycémie diabétique, je ne sais pas si vous en lisez de temps en temps, mais je déteste ça. Bah, vous tournez les pages, alors en plus, il y a les biais de recueil parce que la personne n'avait pas forcément de stylo, donc c'est pas noté. Vous ne savez pas si c'est un 3 ou un 9 parce que c'est noté rapidement, etc. Aujourd'hui, vous prenez un carnet de glycémie capillaire sur iPhone, par exemple, avec un glucomètre IELTS. Bah, on a une vision graphique, c'est-à-dire on va aller pointer le point rouge, on va pouvoir en discuter si c'est pertinent, et puis finalement on va gagner du temps de consultation. Et on a testé ton brassard avec des confrères, et c'est marrant, le premier élément qui revient, c'est avant j'avais le stéthoscope dans les oreilles, et je ne pouvais pas parler à mon patient. Maintenant, j'ai gagné 1 minute de dialogue. Et quand votre consultation fait 10 minutes et que vous gagnez 1 minute de dialogue, vous venez de gagner 10% de temps pour le patient. Antoine Piot, le patient 2.0, 3.0, tant de point 0 que vous voulez, vous l'imaginez comment dans les prochaines années? Là, on parle beaucoup d'engagement du patient, c'est-à-dire se prendre en charge aussi. On n'a pas beaucoup parlé d'éducation thérapeutique qui est plus facile avec des objets connectés également derrière. Il y a là un vrai enjeu quand même. Alors quand on parle de patient, on parle forcément d'une relation avec un professionnel de santé, sinon c'est un sujet, c'est pas un patient. Je pense que la technologie a remis le médecin à sa place en tant que conseil expert. Si demain je dois refaire le parquet chez moi, je sais poser le parquet. C'est quoi la nouvelle place du médecin alors, qui a été prise par la technologie? Comme conseil. Par contre, si je sais que d'autres gens posent mieux le parquet que moi, et si je suis mis en difficulté, je vais aller demander leur expertise. Et le patient, maintenant, il est dans cette position. C'est un diabétique qui gère lui-même son diabète et il connaît probablement beaucoup plus sur le diabète que son diabétologue, d'une certaine manière. Il a un autre point de vue, mais par contre, il aura besoin de son diabétologue comme conseil expert. Donc il va aller le voir avec son carnet de glycémie, non pas pour aller décortiquer, chercher la faute, mais pour lui demander, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, comment je peux faire mieux d'après vous, et il va aller chercher un conseil. Remettre le médecin à une autre place ou à sa place de conseil. Où veut Deagle, le patient 2.0 hyper connecté avec des objets iHealth? Non, pas seulement iHealth, j'espère. En fait, j'espère toujours que les gens n'auraient jamais besoin d'acheter un de mes appareils. C'est ce qui serait le mieux. Je pense que la technologie est en train d'évoluer à une rapidité tellement extraordinaire que d'ici quelques années, non seulement on n'utilisera plus le téléphone c'est un truc du passé. Personne ne veut toujours avoir un téléphone. On est en train d'intégrer les capteurs dans les lunettes. Il y a les tatous. Tatou, c'est un tatouage. Les tatouages qui commencent à mesurer la glycémie, les verres de contact. Donc tous ces objets vont disparaître. Les patients, ils seront intégrés, ce qu'on appelle vraiment the wearable technology. Le fait aujourd'hui qu'on puisse le porter ne veut pas dire que c'est du wearable. Wearable, c'est quelque chose qui s'inscrit sans qu'on le remarque dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un truc qui va complètement changer. Je pense que cette énorme bêtise qu'on a en ce moment en France sur la sécurité des données va disparaître, parce que le cloud, de toute façon, quelle que soit la donnée, sur n'importe quel cloud, elle est plus sécurisée sur le cloud que si elle est écrite sur un morceau de papier dans le cabinet du médecin ou dans la poche du patient. Donc ça c'est le fait, et le cloud est tout simplement un instrument de gestion et de partage. C'est tout ce que ça va faire. Donc je pense que d'ici peu, le patient, comme vient de le dire Guillaume, va être lui-même un acteur de la santé publique, parce qu'il va pouvoir mieux se prendre en charge avec la santé connectée. Donc lui aussi va changer de place. Tout à fait. Geoffroy Appelbaum. Je vais essayer d'être original, mais c'est difficile parce que je pense que tout a été dit. Mais non, j'aime bien le concept de smart patient. Ça ne veut pas dire que les patients étaient idiots avant, mais qu'ils vont comprendre peut-être des choses qu'ils ne comprenaient pas. Peut-être que finalement, un entretien de 10 minutes va être beaucoup plus centré sur des choses plus pratiques plutôt que de revenir à la base. Et je pense que je prends un exemple souvent avec des amis. Il suffit de voir un médecin qui devient patient, quoi. Ça arrive de temps en temps, il y a des médecins qui tombent malades, et de voir comme on est incapable finalement, quand on tombe malade, d'avoir ce regard extérieur. On est incapable, même si on connaît toute l'information, qu'on est capable de l'agréger et de la digérer, parce qu'on est quand même expert en santé, être dans la position du patient, c'est une position très particulière, où on a besoin d'une personne extérieure qui donne ses conseils, qui dirige. Donc finalement, je pense qu'il ne faut pas que le médecin ait peur d'être remplacé. Je pense que finalement, ça va dans le bon sens. Je pense que ça va être beaucoup plus agréable d'être médecin dans le futur. Ça va être beaucoup plus dynamique. Je pense que l'adhérence au traitement va largement augmenter. Je pense que l'outcome va augmenter aussi. Donc moi, je suis plutôt optimiste.
Quel optimisme, quel enthousiasme également débordant, communicatif de la part de jeunes médecins, il faut le dire, autour de cette table. À revoir sur la télé de la e-santé. Merci, à bientôt.